Le bruit des verres en cristal que je polissais était le seul son qui rompait le silence oppressant du Vénitien après la fermeture. Chaque soir, la même routine. Je restais la dernière, une petite silhouette en uniforme noir et blanc perdue au milieu des tables vides et de l'opulence feutrée. L'odeur du citron et de la cire d'abeille se mêlait à celle plus lointaine des cigares coûteux fumés par nos clients. Mes mains étaient rêches, mes pieds me lançaient une douleur sourde qui remontait le long de mes jambes, mais ce n'était rien comparé au poids qui écrasait ma poitrine. 2 ans. 2 ans que mon père était parti, victime d'un prétendu accident du travail, me laissant seule avec un chagrin immense et des dettes qui ressemblaient à une montagne infranchissable. Ce restaurant, avec ses nappes immaculées et ses clients dont les chaussures valaient plus que mon loyer annuel, était ma prison dorée. Je n'étais qu'un fantôme, une paire de mains efficaces et un sourire poli, invisible pour ceux qui dînaient ici, inconscient que chaque pourboire était une goutte d'eau dans l'océan de mes angoisses. Je frottais le verre jusqu'à ce qu'il brille, essayant de polir mon propre reflet pour le faire disparaître. Ce soir-là, cependant, je n'étais pas tout à fait seule. Dans le coin le plus reculé, à sa table habituelle, se tenait le propriétaire, Alessandro Moretti. Un homme dont la simple présence suffisait à glacer l'atmosphère. Il ne parlait jamais fort, mais ses ordres étaient exécutés sans un murmure. On disait de lui qu'il possédait la moitié de ce quartier de Paris et que l'autre moitié le craignait. Assis là, dans son costume taillé sur mesure, il ressemblait à une panthère au repos, une puissance contenue dans chaque geste mesuré. Son monde était un univers de murmures dans des salons privés, de voitures noires aux vitres teintées et de pactes scellés d'un simple hochement de tête. Le mien était fait de métro bondé, d'un studio minuscule où le chauffage tombait toujours en panne et de la peur constante de ne pas pouvoir payer la prochaine facture. Si vous avez déjà ressenti ce gouffre, cette impression d'être une simple pièce de décor dans la vie des autres, alors vous comprenez peut-être le sentiment d'impuissance qui m'habitait. Si cette histoire résonne en vous, je vous serai reconnaissante de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour que d'autres puissent la trouver. Votre soutien signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est en lui servant son expresso que je l'ai vu. La montre. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge et le plateau a tremblé entre mes mains. Ce n'était pas juste une montre similaire, c'était la sienne. Une Omega Seamaster de 1968, un modèle que mon père chérissait plus que tout. Il l'avait hérité de son propre père. Je connaissais chaque détail de cet objet. Le bracelet en cuir brun, usé juste à droite du fermoir, le verre légèrement bombé, et surtout, cette minuscule rayure en forme de croissant de lune près du chiffre 7. Une imperfection que seul un œil familier pouvait remarquer. Souvenir d'une chute maladroite lors de mon 10e anniversaire. Mon cœur battait à tout rompre. Des milliers de questions se bousculaient dans ma tête, toutes plus incessantes les unes que les autres. Comment cet homme, ce parrain de la pègre, dont la réputation sulfureuse était un secret de polichinelle, pouvait-il porter la montre de mon père ? L'objet le plus précieux qu'il possédait, celui qu'il n'enlevait jamais, même pour dormir. Le monde autour de moi s'est estompé, les bruits du restaurant se sont tus. Il n'y avait plus que cet éclat métallique à son poignet, un fragment de mon passé dans le présent le plus improbable et le plus terrifiant. Pendant plusieurs minutes, je suis restée paralysée, luttant contre une vague de nausées. Une partie de moi, la partie sensée, celle qui avait appris à survivre en se faisant discrète, me hurlait de me taire, de retourner derrière le bar et d'oublier ce que j'avais vu. Prolonger le contact avec un homme comme Alessandro Moretti était une folie. Mais une autre voix, plus profonde, plus ancienne, s'est élevée. C'était la voix de mon père, celle qui m'avait appris l'intégrité et le courage. Laisser cet homme porter sa montre était une profanation, une insulte à sa mémoire. La peur était une chose, mais le déshonneur en était une autre. J'ai attendu que son garde de corps s'éloigne pour prendre un appel, laissant M. Moretti seul un bref instant. J'ai pris une grande inspiration, sentant le sang vrombir dans mes oreilles. Chaque pas vers sa table était comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un précipice. Ma voix, quand elle est sortie, était à peine plus qu'un murmure, mais elle était chargée de tout le poids de mon deuil et de mon incompréhension. Je me suis penchée légèrement et j'ai dit les seuls mots qui comptaient, les seuls mots possibles. Mon père portait cette montre. La réaction d'Alessandro Moretti ne fut pas celle que j'avais anticipée. Ni colère, ni mépris, ni même l'ennui distant qu'il affichait habituellement. Son corps tout entier s'est figé. Son visage, d'habitude un masque de contrôle impénétrable, a perdu toute couleur, devenant cireux sous la lumière tamisée. Ses yeux, 2 éclats d'obsidienne, se sont plantés dans les miens, et pour la première fois, j'ai vu autre chose que du pouvoir. Il y avait un choc pur, brutal, suivi d'une lueur de reconnaissance douloureuse qui a semblé le frapper physiquement. Le silence qui s'est installé était assourdissant, vibrant d'une histoire que j'ignorais. Il n'a pas regardé la montre, comme s'il n'en avait pas besoin. Il a simplement dévisagé mes traits, cherchant quelque chose, une ressemblance, une confirmation. Sa mâchoire s'est contractée. Puis,
d'une voix rauque, à peine audible, il a posé une seule question, chaque syllabe précise et lourde de sens. Quel était son nom ? En prononçant le nom de mon père, Marc Morin, j'ai vu une ombre passer sur son visage, la certitude glaciale que je venais de faire exploser une bombe dont je ne mesurais pas encore la déflagration. Il m'a congédié d'un signe de tête bref, mais son regard ne m'a plus quitté. J'ai terminé mon service comme une automate, mes gestes mécaniques mais mon esprit en plein chaos. L'intensité du regard d'Alessandro Moretti m'avait marqué au fer rouge. Je me sentais à la fois terrifiée et étrangement vivante, comme si j'avais réveillé quelque chose de dormant et de dangereux. En quittant le restaurant bien après minuit, l'air froid de la nuit parisienne n'a pas réussi à calmer la fièvre qui me consumait. Les rues, habituellement familières, me semblaient soudain menaçantes, chaque ombre paraissant plus longue, chaque bruit de pas derrière moi me faisant sursauter. C'est alors que je l'ai remarqué. Une berline noire, aux vitres si sombres qu'on ne pouvait rien distinguer à l'intérieur. Elle roulait au pas, gardant une distance constante avec moi. Mon cœur s'est emballé. J'ai accéléré, tournant dans une ruelle plus étroite, espérant que ce ne soit qu'une coïncidence. Mais la voiture a tourné aussi, son moteur un grondement sourd qui semblait remplir tout l'espace. La panique m'a saisie. Juste au moment où j'allais me mettre à courir, les phares se sont éteints et la voiture a démarré en trombe, disparaissant dans la nuit. Je suis restée là, tremblante, le dos plaqué contre un mur froid. Ce n'était pas une coïncidence. J'avais attiré l'attention et le monde de M. Moretti venait de me montrer ses dents. Le lendemain, la convocation est arrivée par le biais du maître d'hôtel, sans explication. M. Moretti souhaite vous voir dans son bureau, immédiatement. La pièce était au dernier étage, un sanctuaire de verre et d'acier surplombant la ville. Le luxe était minimaliste, froid, tout comme l'homme qui se tenait près de l'immense baie vitrée, le dos tourné. Il portait la montre. Quand il s'est retourné, son visage était grave, vidé de l'émotion de la veille, remplacé par une détermination d'acier. Il n'y a eu ni salutation, ni faux fuyant. « Vous êtes en danger », a-t-il déclaré, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Il m'a expliqué que des questions sur mon père avaient été posées, que ma confrontation de la veille avait fait de moi une cible. Il n'a pas tout révélé, juste assez pour que je comprenne que les ennemis de mon père étaient désormais les miens. À partir de ce soir, vous ne rentrerez pas chez vous. Je vous ai trouvé un endroit sûr. Mes hommes vous y conduiront. Je voulais protester, hurler que je ne voulais rien de lui, rien de son monde violent. Mais l'image de la berline noire dans la ruelle sombre, la sensation de cette terreur glaciale, a tué les mots dans ma gorge. Ma vie, déjà si fragile, venait de se briser en 1000 morceaux. Et cet homme dangereux, cet inconnu, lié à mon père par un secret terrible, était peut-être le seul à pouvoir en recoller les morceaux. L'appartement sécurisé était une cage dorée, impersonnelle et silencieuse. Situé au sommet d'un immeuble haussmannien, avec des moulures au plafond et une vue imprenable sur les toits de Paris, il aurait dû être un rêve. Pour moi, c'était une prison. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil passée à écouter les bruits de la ville qui ne me semblaient plus familiers, j'ai désobéi. J'ai enfilé mon uniforme, j'ai ignoré le garde posté discrètement dans le hall, et je suis allée travailler. Mon corps fonctionnait en pilote automatique, mu par le besoin désespéré de retrouver une once de normalité. Mais en arrivant au Vénitien, le maître d'hôtel m'a intercepté avant même que je puisse atteindre les vestiaires. Son regard était fuyant, rempli de pitié. « Et Lara, je suis désolée. Vos services ne sont plus requis. » Les mots étaient polis, mais leur impact fut brutal. J'étais licenciée. Sans préavis, sans explication. Je n'étais plus seulement une cible, j'étais aussi une paria. La protection d'Alessandro Moretti commençait par me dépouiller de la seule chose qui me restait, mon indépendance, aussi précaire fût-elle. C'était la première fissure, et je sentais déjà tout mon monde s'effondrer. J'ai erré dans les rues, le cœur lourd, avant de me décider à retourner dans mon minuscule studio. Mon plan était simple et insensé, prendre le peu d'affaires qui comptaient et disparaître. Fuir Paris, fuir Alessandro, fuir cette menace invisible qui portait le nom de mon père. Mais en arrivant devant ma porte, une feuille de papier blanc, collée avec un ruban adhésif agressif, m'attendait. Un avis d'expulsion. Le propriétaire, après des mois de patience et de promesses non tenues, avait perdu patience. J'avais 10 jours pour payer la totalité de mes arriérés de loyer, ou me retrouver à la rue. Le souffle m'a manqué, comme si on m'avait frappé à l'estomac. La perte de mon emploi et la menace d'expulsion formaient une tenaille qui se resserrait autour de moi. Chaque pilier de ma vie fragile s'écroulait en même temps. La dette de mon père n'était plus une montagne lointaine, c'était un monstre à ma porte, prêt à me dévorer. La solitude que j'avais ressentie au restaurant n'était rien comparée au vide abyssal qui s'ouvrait maintenant sous mes pieds. Je n'avais plus de travail, bientôt plus de toit. Je n'avais plus rien.
Alors que je restais là, paralysée, fixant l'avis d'expulsion comme s'il s'agissait de ma propre sentence de mort, une voix graisseuse que je ne connaissais que trop bien a retenti derrière moi. « Alors, on a des problèmes, Morin ?» C'était Dubois, le collecteur de dettes de l'agence de crédit, un homme dont le sourire visqueux et les mains baladeuses me donnaient la nausée. Il s'est approché, son odeur de tabac froid et d'eau de Cologne bon marché m'enveloppant comme un suaire. « Le patron commence à s'impatienter. Il pense que vous vous cachez derrière votre joli minois pour ne pas payer. » Il a fait un pas de plus, envahissant mon espace personnel, et a posé sa main moite sur mon bras. Peut-être qu'on pourrait trouver un autre type d'arrangement, vous et moi ? La terreur pure et glaciale m'a envahi. Ce n'était plus une menace financière, c'était une agression à peine voilée. J'ai essayé de reculer, mais mon dos était contre la porte. J'étais piégée, humiliée, réduite à un objet de convoitise pour un homme abject. C'était le point le plus bas, le moment où la dignité n'est plus qu'un lointain souvenir. Soudain, le crissement de pneus sur l'asphalte a déchiré le silence tendu de la petite cour. Une berline noire, la même que celle qui m'avait suivie, s'est arrêtée à quelques mètres de nous. Le moteur s'est tu, et le silence qui a suivi était encore plus menaçant. La portière arrière s'est ouverte et Alessandro Moretti en est sorti. Il n'a pas couru, il n'a pas crié. Il a simplement marché vers nous, ses pas lents et délibérés résonnant sur les pavés. Il portait un manteau sombre qui accentuait sa stature imposante et son visage était un masque de fureur contenue. Le changement chez Dubois fut instantané. Sa suffisance s'est évaporée, remplacée par une peur panique. Sa main a quitté mon bras comme si elle avait été brûlée. Il a blêmi, ses yeux s'écarquillant en reconnaissant l'homme qui s'approchait. En un instant, la dynamique du pouvoir s'était inversée de manière spectaculaire. Je n'étais plus la proie. Un prédateur bien plus redoutable venait d'entrer dans l'arène, et son attention était entièrement focalisée sur le petit homme tremblant qui, quelques secondes plus tôt, se croyait tout-puissant. Alessandro ne m'a pas regardé. Ses yeux d'obsidienne étaient rivés sur Dubois, qui semblait rétrécir sous son regard. Il s'est arrêté juste devant lui, si près que son ombre le recouvrait entièrement. Sa voix, quand il a parlé, était un murmure glacial, plus terrifiant que n'importe quel cri. Je n'aime pas les hommes qui s'en prennent aux femmes seules et sans défense. C'est une marque de lâcheté. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Vous ne l'approcherez plus jamais. Vous n'approcherez plus jamais personne dans ce quartier. La dette de mademoiselle Morin est réglée. Maintenant, partez, avant que je ne perde patience. Il n'y avait aucune menace explicite, mais la violence potentielle vibrait dans chaque syllabe. Dubois n'a pas demandé son reste. Il a bradouillé des excuses inintelligibles, a presque trébuché en reculant et a fui comme un rat qui tente un navire en perdition. Alessandro l'a suivi du regard jusqu'à ce qu'il disparaissait au coin de la rue. Ce n'est qu'alors qu'il a tourné son attention vers moi, et j'ai vu dans ses yeux une colère froide, non pas dirigée contre moi, mais contre l'injustice dont il venait d'être le témoin. Son regard a balayé la scène, mon visage en larmes, mes mains tremblantes et la feuille de papier blanc sur ma porte. Il a tendu la main et l'a arraché l'avis d'expulsion, le froissant en une boule serrée dans son poing sans même le lire. Il n'avait pas besoin des détails. Il avait compris. Il voyait la vérité de ma situation. Non pas la version édulcorée d'une serveuse endeuillée, mais la réalité crue d'une femme seule, traquée par les créanciers, menacée d'expulsion, harcelée et au bord du gouffre. La froideur de son expression s'est muée en quelque chose de plus complexe, un mélange de fureur protectrice et de ce qui ressemblait à de la culpabilité. Comme s'il se reprochait de ne pas se voir plus tôt, de ne pas être intervenu avant que j'en arrive à ce point de rupture. Il n'a pas posé de questions inutiles. Il a simplement dit, d'une voix qui avait retrouvé son calme, mais qui portait une nouvelle gravité. « Vous ne resterez pas ici une nuit de plus. Prenez ce dont vous avez besoin. Nous partons. » Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre qui sonnait comme la seule bouée de sauvetage dans un océan déchaîné. Il m'a ramené dans son penthouse, ce sanctuaire de verre et d'acier qui surplombait la ville. Le contraste entre le luxe froid de cet endroit et la misère sordide de ma cour d'immeuble était vertigineux. Il m'a servi un verre d'eau, ses gestes toujours aussi mesurés. Puis il s'est tenu face à moi, la montre de mon père à son poignet brillant sous les lumières tamisées. « Votre situation est intenable, Elara, et elle est en partie de ma faute. En vous confrontant, vous êtes devenu une cible pour mes ennemis. » Mais je vois maintenant que vous étiez déjà une cible pour d'autres. Il a marqué une pause, son regard intense. J'ai une proposition. Ce n'est pas négociable. J'ai réglé l'intégralité de vos dettes, celle de votre père. Tout est effacé. En retour, vous travaillerez pour moi, pas au restaurant. Vous serez mon assistante personnelle. Vous gérerez mes affaires légales, mes plannings, mes investissements. Vous serez ici, à mes côtés, où je peux garantir votre sécurité. C'est la seule solution viable. C'est la seule façon pour moi d'honorer ma dette envers Marc. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Effacer mes dettes, me donner un travail, me garder près de lui. C'était une offre impossible, un marché de dupes. Ma fierté, la seule chose qui me restait intacte, s'est rébellée. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas débarquer dans ma vie et tout racheter. Je ne suis pas un objet, monsieur Moretti. Je ne suis pas une dette que vous pouvez solder pour apaiser votre conscience. Ma voix tremblait de colère et d'humiliation. Je me sentais prise au piège, comme si je passais d'une cage de fer à une cage dorée.
Accepter son offre signifiait renoncer à mon autonomie, devenir sa chose, sa protégée, entièrement dépendante de son bon vouloir et de son monde dangereux. Je voulais hurler non, le repousser, lui dire de garder son argent et sa protection. Mais derrière ma rage, la voix glaciale de la réalité me murmurait la vérité. Je n'avais nulle part où aller. L'alternative n'était pas la liberté, mais la rue, la faim, et des hommes comme Dubois. Mon combat pour l'indépendance était une illusion, une bataille que j'avais déjà perdue. Alessandro a écouté ma tirade sans m'interrompre, son visage impassible. Il a laissé ma colère s'épuiser, se briser contre le mur de son calme imperturbable. Quand je me suis tue, à bout de souffle, les larmes piquant mes yeux, il a simplement hoché la tête, comme s'il s'était attendu à cette réaction. « Je comprends votre colère, Elara, mais vous vous trompez. Il ne s'agit pas de conscience, ni d'argent. Il s'agit de survie, votre survie. » Il a fait un pas vers moi, réduisant la distance qui nous séparait. Sa voix s'est adoucie, perdant sa dureté pour prendre une intonation plus personnelle, presque suppliante. « Votre père m'a protégée quand j'étais jeune et vulnérable, à un moment où il n'avait aucune raison de le faire. Il a risqué sa vie pour un étranger par pur principe. Permettez-moi de faire de même pour sa fille. Ce n'est pas de la charité, c'est une question d'honneur. » Le mot a résonné en moi, touchant une corde sensible, celle de l'héritage de mon père. Épuisé, vaincu par les événements et par la force tranquille de sa détermination, j'ai baissé la tête. Un seul mot a franchi mes lèvres, à peine audible, un murmure de reddition. D'accord. Ma nouvelle vie a commencé le lendemain matin, rythmée non pas par le tintement des fers en cristal, mais par le silence assourdissant du luxe. L'appartement d'Alessandro était un chef-d'œuvre de design minimaliste, un espace où chaque objet semblait avoir été choisi pour son poids en or et son absence d'âme. Mon rôle d'assistante personnelle était une farce. Il me confiait des tâches absurdes, classer des articles de presse économique, répondre à des courriels sans importance, organiser un agenda qui semblait déjà parfaitement réglé par des forces invisibles. Je passais mes journées dans une prison de verre, vêtue de vêtements chics qu'il avait fait livrer, une poupée bien habillée dans une maison de poupées pour milliardaires. Il était distant, formel, sa présence une ombre imposante qui planait sur chaque pièce. Chaque soir, nous dînions en silence à une immense table de salle à manger, le bruit de nos couverts sur la porcelaine fine étant notre seule conversation. Je n'étais plus endettée, je n'étais plus menacée d'expulsion, mais j'avais échangé ma liberté précaire contre une dépendance dorée, et ma fierté, déjà meurtrie, saignait à chaque instant passé sous son doigt. Un après-midi, alors que je triais une pile de documents, le bord tranchant d'une feuille de papier m'a entaillé profondément le doigt. Une goutte de sang a perlé, rouge et vive sur le blanc immaculé du rapport. C'était une blessure stupide, insignifiante, mais dans le silence de ce bureau aseptisé, elle m'a semblé cataclysmique. Avant que je n'ai pu réagir, Alessandro était là. Il s'était levé de son fauteuil sans un bruit, traversant la pièce en deux enjambées. Sans un mot, il a pris ma main dans la sienne. Ses doigts, longs et puissants, étaient étonnamment doux, alors qu'il s'enveloppait mes miens. Il a sorti un mouchoir de sa poche, a délicatement tamponné la coupure, puis a ouvert un tiroir pour en extraire une petite trousse de premier secours. Il a désinfecté la plaie et appliqué un pansement qu'avec une concentration et une précision chirurgicale. Tout cela s'est déroulé dans un silence total. Quand il a eu fini, il a simplement dit, sa voix rauque prise en l'intimité du moment, « Faites attention ». Puis il est retourné à son bureau, me laissant le cœur battant, plus troublé par ce geste de soin inattendu que je ne l'aurais été par n'importe quel ordre ou réprimande. La frustration et l'ennui sont de dangereux compagnons. Un jour, profitant d'une de ces longues absences, j'ai commencé à explorer le penthouse, poussé par un besoin irrépressible de comprendre l'aube qui dictait désormais ma vie. Ma curiosité m'a menée à son bureau privé, une pièce dont la porte était toujours fermée. L'intérieur était le sanctuaire de son pouvoir. Des cartes de Paris étaient épinglées au mur, couvertes d'annotations codées. Des dossiers au titre laconique, Costello, Importation, le syndicat, étaient empilés sur une table. Je n'ai rien touché, me contentant de m'imprégner de l'atmosphère, de l'odeur de cuir et de papier qui émanait de cet endroit. C'est alors que je l'ai entendu rentrer. Trop tard pour fuir. Il m'a trouvée au milieu de la pièce, figée comme une biche prise dans les phares. La colère que j'attendais n'est pas venue. À la place, son visage s'est durci, et sa voix, quand il a parlé, était un murmure glacé, plus effrayant que n'importe quel cri. Certaines portes, Elara, doivent rester fermées. Non pas pour protéger mes secrets, mais pour vous protéger vous. Le lendemain, il m'a présenté à un homme nommé Léo, son conseiller. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux poivre et sel, et au regard empreint d'une bienveillance qui contrastait violemment avec l'aura d'Alessandro. Contrairement aux autres hommes de main, dont les regards étaient soit vides, soit suspicieux, Léo m'a souri, un vrai sourire. « Elara Morin », a-t-il dit, en me tendant la main. « Votre père était un homme bien, l'un des meilleurs. » Ces quelques mots ont fait plus pour briser ma carapace que toutes les richesses d'Alessandro. Léo m'a parlé de Marc, non pas comme d'une dette, mais comme d'un ami. Il m'a raconté une anecdote simple,
Une partie de pêche où mon père avait passé plus de temps à démêler la ligne du jeune Alessandro qu'à attraper du poisson. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti des larmes de chagrin sincère, et non de peur ou de frustration, monter à mes yeux. Léo était un pont vers mon passé, une preuve vivante que l'honneur dont Alessandro se réclamait n'était pas qu'un mot vide de sens. Sa présence a apporté une lueur d'humanité dans ce monde froid et calculateur. Plus tard dans la journée, j'ai surpris une conversation entre Alessandro et Léo dans le couloir. Ils parlaient à voix basse, mais l'acoustique du penthouse était impitoyable. J'ai entendu des bribes de phrases, des mots qui ont fait se glacer le sang dans mes veines. Costello devient trop curieux. Il a posé des questions sur la fille. C'est une erreur de la garder si près de toi, Alessandro. C'est une cible. La voix de Léo était tendue, pleine d'un avertissement urgent. La réponse d'Alessandro fut un grondement sourd, trop bas pour que je puisse la distinguer. Quand ils se sont tus, j'ai attendu quelques minutes avant de sortir de ma chambre. J'ai trouvé Alessandro près de la baie vitrée, contemplant la ville. J'ai rassemblé mon courage et je lui ai demandé « Qui est Costello ?» Son corps s'est raidi. Il ne s'est pas retourné. Sa voix, quand elle est arrivée, était tranchante comme du verre brisé. « Cela ne vous regarde pas. » Le mur qu'il avait brièvement abattu était de retour, plus haut et plus impénétrable que jamais. Le nom de Costello flottait entre nous, la promesse silencieuse d'un danger que je ne faisais qu'entrevoir. Cette nuit-là, la colère a supplanté la peur. J'étais fatiguée d'être un secret, une marionnette qu'on déplaçait pour son propre bien. J'ai attendu qu'il rentre d'une réunion tardive et je l'ai confronté dans le salon. « Je ne peux pas vivre comme ça », ai-je commencé, ma voix tremblant mais déterminée. « Je ne peux pas être votre prisonnière, enfermée dans cette tour d'ivoire sans comprendre pourquoi. Si ma vie est en danger à cause de vous, à cause de mon père, alors j'ai le droit de connaître la nature de cette menace. Je ne suis pas une enfant, monsieur Moretti, et je ne suis pas une poupée de porcelaine que vous pouvez mettre sur une étagère pour la protéger. » Ma tirade l'a surpris. Il a enlevé sa veste, l'a posée sur un fauteuil et s'est approché de moi lentement. Un mélange de respect et d'exaspération se lisait dans ses yeux. Il s'est arrêté si près que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui. « Vous n'avez aucune idée du monde dans lequel vous avez mis les pieds, » a-t-il dit, sa voix basse et intense. « Votre ignorance est la seule chose qui vous protège en ce moment. Ne me forcez pas à vous l'enlever. » Le lendemain, la menace a pris une forme bien plus concrète. Un courrier a déposé un petit colis carré à la réception, adressé à mon nom. Le concierge, habitué aux livraisons de luxe, me lamentait sans se poser de questions. Intriguée, je l'ai ouvert dans le salon. Il n'y avait ni carte ni message, juste 2 objets. Le premier était un lys blanc, unique et parfait, dont le parfum entêtant a immédiatement rempli la pièce. Une fleur de deuil. Le second objet a fait s'arrêter mon cœur. C'était une vieille photographie de mon père, prise lors de vacances à la mer quand j'étais enfant. Il souriait, le soleil dans les yeux. Mais son visage avait été lacéré, barré d'une croix épaisse et agressive, tracée avec un marqueur rouge sang. Le souffle coupé, j'ai laissé tomber la boîte. Le lys a roulé sur le tapis persan, une tache de pureté macabre dans ce décor opulent. Ce n'était plus une menace murmurée dans un couloir, c'était une violation. Quelqu'un avait non seulement trouvé un moyen de m'atteindre dans la forteresse d'Alessandro, mais il avait aussi osé profaner la mémoire de mon père de la manière la plus cruelle qui soit. Quand Alessandro a vu le contenu du paquet, son visage est devenu un masque de fureur glaciale. Toute trace de l'homme d'affaires calculateur ou du protecteur distant a disparu, laissant place au prédateur. Ses yeux se sont assombris, devenant 2 puits d'obsidienne. Il a ramassé la photo, ses doigts serrant le cliché avec une telle force que ses jointures sont devenues blanches. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement sorti son téléphone et composé un numéro. Sa voix, quand il a parlé, était un murmure si bas et si chargé de violence contenue qu'elle m'a fait frissonner. Je veux un nom. Je veux savoir qui a eu l'audace de faire entrer ça dans mon immeuble. Trouve-le. Et quand tu l'auras trouvé, assure-toi qu'il regrette d'être né. Il a raccroché sans attendre de réponse. Pour la première fois, je voyais non pas l'homme qui me protégeait, mais la raison pour laquelle j'avais besoin de protection. Je voyais la puissance létale qu'il tenait en laisse, une force qu'il était sur le point de déchaîner, et c'était terrifiant. Le monde du crime n'était plus une abstraction. Il était là, dans mon salon, et il avait le visage d'Alessandro Moretti. Cette nuit-là, le sommeil était un pays lointain et inaccessible. Je suis restée assise dans l'obscurité du salon, les lumières de Paris scintillant en contrebas comme des étoiles indifférentes. Le silence de l'appartement était lourd, vibrant de la colère non résolue d'Alessandro et de ma propre terreur. Il m'a trouvée là, une silhouette immobile dans la pénombre. Il ne s'est pas assis, mais est resté debout près de la fenêtre, son ombre se projetant sur moi. Après un long moment, il a parlé, et sa voix était lasse, dépouillée de toute colère, ne laissant que le poids de la vérité. « C'est Riccardo Costello », a-t-il dit, le nom tombant comme une pierre dans un puits. « C'est un rival, un homme sans honneur. C'est lui qui a organisé l'accident de votre père. Il a appris que vous étiez la fille de Marc, et maintenant il sait que vous êtes avec moi. Pour lui,
Vous êtes une provocation, un levier. Les mots étaient simples, directs, et ils ont tout changé. Je n'étais plus une femme endeuillée qu'il protégeait par devoir. J'étais la pièce maître d'une bière entre deux rois, un symbole vivant de la dette qui liait mon protecteur à l'assassin de mon père. La cage dorée n'était plus une cage, c'était un champ de bataille. La révélation m'avait laissé dans un état second, suspendu entre la clarté et le chaos. Le danger avait un nom, Costello, et il portait le visage de l'assassin de mon père. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans la chambre d'amis. Je me suis enroulée dans un plaid sur le canapé du salon, incapable de supporter la solitude de 4 murs. Je fixais les lumières de la ville, me demandant combien d'autres tragédies silencieuses se jouaient derrière ces fenêtres scintillantes. Vers l'aube, un bruit m'a tiré de ma torpeur. Ce n'était pas Alessandro. C'était le son subtil d'une porte-fenêtre qui glissait sur ses gonds sur le balcon. Mon sang s'est glacé. 2 silhouettes sombres se sont découpées contre le ciel blafard. Ils n'étaient pas là pour voler des objets de valeur. Ils se déplaçaient avec une assurance prédatrice, leurs yeux balayant la pièce, me cherchant. J'ai retenu mon souffle, me recroquevillant plus profondément dans le canapé, priant pour que l'obscurité me dissimule. L'un d'eux a sorti quelque chose de sa poche. Ce n'était pas une arme, mais une seringue. Ils n'étaient pas venus pour me tuer ici. Ils étaient venus pour m'enlever. La forteresse de verre venait de voler en éclats. Avant que la panique ne puisse me paralyser complètement, une fureur froide a déferlé en moi. La fureur de la proie qui refuse de l'être. Alors que l'un des hommes s'approchait, j'ai bondi, projetant la lourde table basse en marbre dans ses jambes. Il a juré de douleur, s'écroulant au sol. Son complice s'est retourné, surpris, et c'est à ce moment qu'Alessandro a surgi de sa chambre, non pas en pyjama, mais en pantalon noir et torse nu, un pistolet à la main. Il n'a pas hésité une seconde. Le silence de l'appartement était déchiré par 2 détonations sèches et étouffées, le son feutré d'un silencieux. Les 2 hommes s'étaient effondrés sans un cri. Le silence qui a suivi était assourdissant, seulement brisé par ma respiration haletante et le son rauque de celle d'Alessandro. Il s'est approché de moi, ignorant les corps au sol. Il m'a scanné du regard, cherchant la moindre blessure. Puis, il a posé ses mains sur mes épaules, ses doigts s'enfonçant légèrement dans ma chair, comme pour s'assurer que j'étais bien réelle, bien vivante. « Ça va ?» a-t-il murmuré, et dans sa voix j'ai entendu une chose que je n'avais jamais entendue avant. La peur, pas pour lui, mais pour moi. Il n'y a pas eu de police, pas de sirène. En moins d'1 heure, Léo et 2 autres hommes étaient là. Les corps ont disparu, le tapis a été changé, et toute trace de l'invasion a été effacée avec une efficacité glaçante. Mais l'illusion de sécurité était rompue à jamais. Alessandro a fait nos bagages lui-même, jetant quelques-unes de mes affaires et les siennes dans un sac. « Nous ne pouvons pas rester ici », a-t-il dit, sa voix dure comme la pierre. Nous avons quitté Paris dans la nuit, roulant pendant des heures sur des routes de campagne silencieuses. Nous nous sommes arrêtés devant une vieille bastide en pierre, cachée au cœur d'une forêt de chênes. L'air sentait la terre humide et la lavande. « C'est la maison de mes grands-parents », a-t-il expliqué. Personne ne connaît cet endroit. À l'intérieur, tout était simple, rustique. Des meubles en bois sombre, une grande cheminée, des photos jaunies sur le manteau. C'était un monde à part, un refuge hors du temps. En me montrant une petite chambre sous les combles, il a ajouté, sa voix plus douce, « C'est ici que Marc m'a caché, après m'avoir sauvé. J'ai passé 3 semaines dans cette pièce, à attendre que la fièvre tombe et que le monde m'oublie. » Cette nuit-là, assis devant le feu crépitant dans la cheminée, le silence n'était plus hostile. Il était rempli de fantômes partagés. Je lui ai parlé de mon père, pas du héros dont il se souvenait, mais de l'homme qui m'apprenait à faire du vélo dans le parc, qui mettait trop de sel dans les pattes et qui chantait horriblement faux sous la douche. J'ai raconté la solitude écrasante qui avait suivi sa mort, le sentiment d'être une ancre sans navire, à la dérive. Pour la première fois, je me suis autorisée à pleurer devant lui. Non pas des larmes de peur, mais de chagrin pur, un deuil si longtemps contenu qu'il m'a submergée. Alessandro n'a pas bougé. Il m'a laissé vider mon cœur, écoutant avec une intensité qui était une forme de respect. Quand je me suis tue, épuisée, il a simplement dit, sa voix rauque d'une émotion contenue. Il parlait de vous tout le temps. Il disait que vous étiez sa boussole, sa seule vraie raison de rester droit dans un monde tordu. Il a tendu la main et, d'un geste hésitant, a essuyé une larme sur ma joue avec son pouce. Le contact était léger, mais il a envoyé une décharge électrique à travers tout mon être. Les jours suivants, dans la bulle protectrice de la vieille maison, une routine étrange s'est installée. La tension du danger extérieur s'est muée en une tension d'une nature différente, plus intime. Nous passions nos journées à lire près du feu, à préparer des repas simples, à marcher dans la forêt silencieuse. Chaque geste anodin devenait chargé de sens. Le frôlement de nos mains en attrapant la même bûche pour le feu, le regard qu'il posait sur moi quand il me pensait distraite, le son de sa voix grave résonnant dans la cuisine le matin. L'attraction entre nous était devenue une présence tangible, une 3e personne dans la pièce. Je me surprenais à observer les lignes de son visage quand il était concentré, la façon dont ses épaules se détendaient légèrement ici, loin de la ville. C'était terrifiant. M'attacher à lui, c'était m'attacher à la violence, au danger, à tout ce que mon père aurait détesté. Et pourtant,
Je ne pouvais nier cette connexion qui se tissait entre nous, un fil invisible mais indestructible, forgé dans le deuil, la peur et une gratitude mutuelle. Il était le monstre qui me gardait à l'abri des autres monstres. Un après-midi, Léo est arrivé, rompant notre isolement. Son visage était grave. Il a parlé à Alessandro à voix basse dans le jardin, mais j'ai vu le corps de mon protecteur se raidir, ses mains se serrer en poing. Quand il est revenu dans la maison, son expression était un masque de fureur froide. Je n'ai pas eu besoin de demander. Je savais que le répit était terminé. Costello ne cherche plus seulement à vous faire taire, a-t-il dit, sa voix dénuée de toute chaleur. Il a compris. Il sait que vous n'êtes plus seulement la fille de Marc Morin. Il a marqué une pause, ses yeux d'obsidienne me transperçant. Pour lui, vous êtes devenue ma faiblesse, et il a l'intention de s'en servir pour m'atteindre. Il ne s'arrêtera pas tant que l'un de nous deux ne sera pas mort. Les mots étaient brutaux, sans phare, et ils ont fait s'effondrer le fragile cocon de paix que nous avions construit. Le danger n'était plus une menace abstraite qui pesait sur ma vie. Il était devenu une arme tactique dirigée contre lui, et j'en étais la munition vivante. Mon existence même mettait en péril la seule personne qui m'avait protégée. Ce soir-là, il s'est tenu devant moi, son visage tourmenté par une décision que je sentais imminente. « Il y a une solution », a-t-il commencé, sa voix tendue. « Je peux vous faire sortir du pays. Une nouvelle identité, une nouvelle vie. Loin de tout ça. Loin de moi. Vous serez en sécurité, Lara. Définitivement. Costello ne vous trouvera jamais. C'est la seule façon de garantir votre survie. » C'était son ultime acte de protection. Une tentative désespérée de couper le lien qui nous mettait tous les deux en danger. Il m'offrait une échappatoire, une porte de sortie vers une vie normale, une vie que j'avais tant désirée. Mais en le regardant, en voyant le sacrifice dans ses yeux, j'ai compris que cette vie-là serait vide. Une survie sans âme. J'ai secoué la tête. Lentement. Mon père ne fuyait pas devant le danger, Alessandro. Surtout pas pour protéger ceux qu'il aimait. Moi non plus. J'ai fait un pas vers lui, et j'ai posé ma main sur la sienne, sur le verre froid de la montre de mon père à son poignet. Votre combat est devenu le mien. Nous y ferons face. Ensemble. Ce contact a tout scellé. Ce n'était plus une question de dette ou de devoir. C'était un choix. Un pacte. Dans son regard, j'ai vu la surprise. Puis une lueur de respect. Et enfin, quelque chose de plus profond, de plus vulnérable, qu'il ne pouvait plus cacher. Il a retourné sa main et a entrelacé ses doigts avec les miens, nos mains unies sur le symbole de notre passé commun. Mais ce moment de connexion absolue a été de courte durée. Le lendemain matin, une voiture a déposé un paquet à l'entrée du chemin menant à la maison. Léo l'a récupéré avec une prudence infinie. À l'intérieur, pas de bombe, pas de menace explicite, juste une tablette électronique. Alessandro l'a allumée. L'écran affichait une seule image, une photo de nous deux, prise la veille à travers la fenêtre du salon, au moment précis où nos mains s'étaient jointes sur la montre. En dessous, une simple phrase. L'amour est une jolie cible. Costello ne se contentait plus de nous traquer. Il nous observait, se délectant de notre lien, le transformant en arme. Notre plus grande force venait de devenir notre plus mortelle vulnérabilité, et nous savions tous les deux qu'il allait viser en plein cœur. La photo de nous deux, éclairée par l'écran de la tablette, est devenue une brûlure permanente dans mon esprit. Alessandro l'avait fracassée contre un mur, mais l'image restait, suspendue entre nous comme un présage. Le premier coup de Costello ne s'est pas fait attendre. Il n'a pas frappé notre refuge, mais le cœur battant de l'organisation d'Alessandro. Un appel de Léo, la voix tendue, a annoncé la catastrophe. Un entrepôt clé sur les quais, contenant des marchandises d'une valeur inestimable, était parti en fumée. Un incendie criminel, parfaitement orchestré. Mais le pire n'était pas la perte financière. 3 des hommes d'Alessandro, des fidèles de la première heure, y avaient laissé la vie. J'ai vu le visage d'Alessandro se décomposer, la fureur laissant place à une douleur sombre et profonde. Il n'a rien dit, mais son silence était plus lourd que n'importe quel cri. Il a regardé par la fenêtre, vers un horizon que je ne pouvais pas voir. Et j'ai compris. Ma présence l'avait distraite. En se concentrant sur ma protection, en se laissant aller à un semblant de vie normale, il avait baissé sa garde. Et des hommes en avaient payé le prix. La première fissure de la culpabilité s'est ouverte en moi, fine comme un cheveu mais glaciale. La deuxième attaque fut encore plus cruelle, plus personnelle. Costello ne voulait plus seulement affaiblir l'empire d'Alessandro. Il voulait lui arracher l'âme. Léo, le sage Léo, le seul lien vivant avec la mémoire de mon père, a été pris pour cible. Pas dans une ruelle sombre, mais en plein jour, à la sortie d'un café qu'il fréquentait depuis 20 ans. 2 hommes à moto, un tir précis. Ils ne l'ont pas tué. La mort aurait été une fin, un acte de guerre,
Ils l'ont laissé entre la vie et la mort. Un message brutal sur la fragilité de toute chose. Quand Alessandro a reçu l'appel, un son étranglé lui a échappé, un bruit presque inhumain. Il est parti comme une furie, me laissant seule dans la Bastide et les deux gardes dont les visages étaient devenus des masques de pierre. Les heures qui ont suivi ont été une torture silencieuse. Je revoyais le visage souriant de Léo me parlant de mon père, et je superposais cette image à celle de la tablette. La mort est une jolie cible. Ce n'était pas moi la cible, pas directement. C'était le lien qui nous unissait. Et ce lien venait de coûter presque la vie à un homme innocent. La culpabilité n'était plus une fissure. C'était un abîme qui s'ouvrait sous mes pieds. Son retour, tard dans la nuit, a marqué la fin de quelque chose entre nous. L'homme qui a franchi la porte n'était plus celui que j'avais appris à connaître. La chaleur contenue, la tendresse hésitante, tout avait disparu, consumé par une rage froide et un chagrin dévastateur. Il sentait l'antiseptique et l'hôpital. Léo était vivant, mais son état était critique. Alessandro ne m'a pas regardé. Il a traversé le salon, a versé un verre d'alcool qu'il a bu d'un trait, son corps vibrant d'une violence qu'il peinait à maîtriser. J'ai fait un pas vers lui, la main tendue, un geste de réconfort que je ne savais même pas comment formuler. Alessandro, a commencé ma voix tremblante. Il s'est retourné, et son regard était celui d'un étranger. Un regard si dur, si vide, qu'il m'a cloué sur place. Il n'a rien dit, mais ses yeux criaient ce que ma conscience hurlait déjà. Tout ceci était de ma faute. En entrant dans sa vie, j'avais apporté avec moi la mort et la destruction. J'étais le maillon faible, le point de rupture. Le fossé qui s'est creusé entre nous à cet instant était si profond que j'ai su, avec une certitude absolue, que nous ne pourrions jamais le combler. La trahison a été découverte le lendemain, un coup de poignard dans le dos qui a rendu la situation encore plus insupportable. L'attaque contre Léo n'était pas un hasard. C'était le fruit d'une information précise, donnée de l'intérieur. L'informateur était l'un des gardes d'Alessandro. Un homme au visage familier, que j'avais vu des dizaines de fois. Un homme que je croyais loyal. Quand Alessandro l'a confronté, il n'a pas nié. Il a tout avoué, en larmes. Costello n'avait pas acheté sa loyauté avec de l'argent. Il avait utilisé une méthode bien plus efficace. Il avait trouvé la femme et la fille du garde, une enfant de 6 ans. Il avait envoyé une photo de sa fille sortant de l'école, avec une seule phrase. La vie de Léo, ou la sienne. L'homme s'est effondré et avait choisi sa famille. En écoutant cette histoire, j'ai senti le sol se dérober. C'était mon propre dilemme, magnifié et rendu monstrueux. La loyauté, l'honneur, tout se brisait, face à la menace contre ceux qu'on aime. Alessandro a regardé le traître, puis il a tourné son regard vers moi, et j'ai vu dans ses yeux la terrible conclusion qu'il était en train de tirer. J'étais sa famille. J'étais l'arme que Costello utiliserait pour le briser. Cette prise de conscience a scellé mon sort. Alessandro a agi avec la rapidité et la froideur d'un chirurgien amputant un membre gangréné. Il m'a convoqué dans le bureau de la Bastide, le lieu même où nous avions partagé nos histoires. Son visage était fermé, impénétrable. « Costello ne s'arrêtera pas », a-t-il commencé, sa voix dénuée de toute émotion. Il a trouvé la faille. C'est vous. Tant que vous serez ici, mes hommes, mes amis, tous ceux qui me sont proches seront en danger. Il a marqué une pause, et chaque seconde de silence était une torture. J'ai pris des dispositions. Un avion vous attend demain à l'aube. Il vous emmènera en Argentine. Nouvelle identité, nouvelle vie. Personne ne vous trouvera. C'est la seule solution. Ce n'était pas une offre, c'était une sentence. Il ne me protégeait plus. Il se débarrassait d'un problème, d'un risque stratégique. La fille de Marc Morin, la dette d'honneur, tout cela s'effaçait devant la réalité brutale de la guerre. J'étais devenu un passif, une erreur tactique qu'il devait corriger. La douleur de cette réalisation a été plus vive que n'importe quelle menace physique. L'homme qui m'avait sauvé me bannissait maintenant pour se sauver lui-même. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. Une colère froide et une fierté brisée ont pris le relais. Je refusais d'être un colis expédié à l'autre bout du monde, une note de bas de page dans sa vie tumultueuse. S'il voulait que je disparaisse, je disparaîtrais, mais selon mes propres termes. Cette nuit-là, j'ai attendu que la maison soit plongée dans le silence. Alessandro était enfermé dans son bureau, consumé par les appels et les préparatifs de sa guerre. Je me suis habillée dans le noir, j'ai pris le peu d'argent que j'avais réussi à garder, et j'ai écrit une lettre, quelques lignes seulement, sur une feuille de papier arrachée à un carnet. Je vous libère de votre dette envers mon père. Elle a coûté trop cher à tout le monde. La seule façon pour moi d'être en sécurité est de ne plus être votre faiblesse. Adieu, Alessandro. J'ai hésité un instant, puis j'ai retiré la montre de mon père de mon poignet.
celle qu'il m'avait finalement donnée. Je l'ai posée sur la lettre. C'était le dernier lien, le symbole de notre histoire. En l'abandonnant, je coupais le fil qui nous reliait. Je ne lui laissais rien de moi, pas même le souvenir d'une dette. Je me suis glissée dehors comme une voleuse, le cœur battant à tout rompre. L'air de la nuit était glacial et m'a giflé, me rappelant la solitude qui m'attendait. J'ai marché le long du chemin de terre, m'enfonçant dans l'obscurité, chaque pas m'éloignant de la seule sécurité que j'avais connue depuis 2 ans. Je ne fuyais plus seulement Costello, je fuyais l'homme que j'aimais, car c'était la vérité que je n'osais m'avouer. J'aimais cet homme dangereux et tourmenté, et c'est précisément pour cela que je devais partir. Costello avait gagné cette bataille, il avait réussi à nous séparer, à nous isoler. Il m'avait utilisé pour briser Alessandro de l'intérieur, pour le laisser seul face à sa rage et à sa culpabilité. Alors que je marchais sur cette route de campagne déserte, sans destination, sans avenir, je n'ai jamais ressenti un tel désespoir. Le monde fragile que nous avions bâti venait d'être réduit en cendres. Il était seul, j'étais seule, et entre nous, il n'y avait plus que les ruines d'une promesse brisée, et la certitude que tout était perdu, pour toujours. Je n'ai pas couru loin. La fuite sans but était un luxe que je ne pouvais m'offrir. Au lieu de cela, je suis retournée à Paris, me fondant dans l'anonymat de la foule, le cœur battant au rythme de la paranoïa. Je n'étais plus une victime passive attendant d'être sauvée ou bannie. J'étais la fille de Marc Morin, et il était temps que j'agisse comme telle. J'ai passé mes journées dans les bibliothèques, épluchant de vieilles archives et journaux, cherchant n'importe quoi sur la guerre des gangs de l'époque, sur la famille pour laquelle mon père avait travaillé. Je cherchais un nom, un levier, une fissure dans l'armure de Costello. Ma quête m'a menée vers un vieil homme, un ancien collègue de mon père, qui tenait un petit café près des anciens abattoirs. Il m'a reconnue à mes yeux, les mêmes que ceux de Marc, disait-il. La peur se lisait sur son visage, mais la loyauté envers son vieil ami l'a emporté. Il m'a parlé d'un carnet, un registre que mon père tenait, détaillant les transactions illégales de Costello, caché dans un endroit que seul lui et mon père connaissaient. C'était une bombe à retardement, une preuve qui pouvait le détruire, et je venais de trouver la carte pour la déterrer. Je l'imaginais découvrant ma lettre, le silence glacial du bureau de la Bastide se brisant contre sa fureur contenue. Je le voyais ramasser la montre, son poids dans sa paume devenant le fardeau de son échec. La douleur de mon absence, je le savais, ne se traduirait pas en chagrin, mais en une stratégie froide et implacable. L'homme d'affaires, le protecteur, avait disparu, laissant place au prédateur. Alessandro n'allait pas se contenter de pleurer une perte, il allait éradiquer la cause. J'ai appris plus tard qu'il avait mobilisé chaque ressource, chaque contact, chaque parcelle de son influence. Il ne dormait plus, il ne mangeait presque plus. Il était devenu une machine de guerre, analysant les flux financiers de Costello, cartographiant ses alliances, identifiant les traîtres potentiels dans son propre camp avec une précision chirurgicale. Chaque jour, une pièce de l'empire de Costello tombait, non pas avec fracas, mais en silence. Un conteneur saisi, un politicien qui se rétractait, une ligne d'approvisionnement qui se tarissait. Il ne menait pas une guerre, il pratiquait une autopsie sur un corps encore vivant, cherchant le cœur pour y planter le coup final. Mon départ n'avait pas une fin, mais le signal de départ de sa vengeance. Le carnet était exactement là où le vieil ami de mon père l'avait dit, sous une dalle descellée dans la cave de notre ancien appartement, que j'avais réussi à visiter sous un prétexte fallacieux. Les pages jaunies étaient couvertes de l'écriture soignée de mon père, une liste méticuleuse de dates, de noms et de chiffres qui dessinait la carte de la trahison et du meurtre. C'était plus qu'une preuve, c'était son testament, son dernier acte de justice. Je savais que le remettre à la police était inutile et suicidaire. Ce genre de document ne valait rien face au pouvoir de Costello, sauf entre les bonnes mains. Mais avant que je puisse contacter Léo ou trouver un moyen de le faire parvenir à Alessandro, mon monde a basculé. Mon téléphone, un vieux prépayé que je croyais anonyme, a sonné. Une voix suave et venimeuse, que je n'avais jamais entendue mais que je reconnus instantanément, a murmuré à l'autre bout du fil. « Mademoiselle Morin, j'ai appris que vous aviez retrouvé un vieil héritage familial. Je vous propose un échange. Ce carnet contre la vérité complète sur votre père. Rendez-vous ce soir, sur le quai où il a fait son dernier voyage. Venez seul, bien entendu. » L'information est parvenue à Alessandro presque au même moment. L'un de ses hommes, infiltré dans le cercle rapproché de Costello, lui a transmis le message. La vipère avait retrouvé la fille et lui avait tendu un piège. Le lieu du rendez-vous était une provocation délibérée, un acte de cruauté symbolique destiné à briser Alessandro. Le quai n'était pas seulement le lieu du meurtre de Marc, c'était un espace ouvert, un cauchemar logistique où toute intervention armée se transformerait en bain de sang public, attirant une attention qu'aucun des deux camps ne pouvait se permettre. Costello avait choisi son terrain avec une intelligence diabolique. Il forçait Alessandro à un choix impossible, me laisser mourir pour préserver son empire clandestin, ou risquer une guerre ouverte et une exposition totale pour sauver une seule femme. C'était l'aboutissement de sa stratégie. Utiliser mon existence non plus comme une faiblesse, mais comme le levier qui ferait s'effondrer tout l'édifice Moretti. Pour Costello, le carnet n'était qu'un bonus. Le véritable trophée, c'était de forcer son rival à sacrifier sa reine pour sauver son royaume, ou de tout perdre en tentant de la sauver. Il pensait avoir déjà gagné. Je me suis rendue au quai, le carnet serré contre ma poitrine sous mon manteau. La brume de la Seine enveloppait les silhouettes des entrepôts désaffectés, créant une atmosphère de film noir. Costello était là,
flanqué de 2 gorilles, son sourire ressemblant à une cicatrice. Votre père était un homme stupide, a-t-il sifflé, se délectant de chaque mot. Il a choisi la loyauté envers un bâtard comme Moretti, plutôt que de rester à sa place. Je lui ai offert une chance. Il a refusé. Alors qu'il parlait, une silhouette a émergé de la brume. C'était Alessandro. Seul, il s'est approché lentement, les mains vides et visibles. Costello, laissez-la partir. Sa voix était calme, dépourvue de toute menace. Et tout ce que je possède est à vous. Mes entrepôts, mes réseaux, mes comptes, tout. Costello a éclaté d'un rire rauque, touchant, mais je préfère tout prendre, y compris sa vie. C'est à ce moment que j'ai agi. Vous avez raison. Et je dis à Costello, ma voix tremblante mais claire. Mon père était loyal, tellement loyal qu'il a fait une copie de ce carnet. Et il l'a envoyé à votre femme. Le visage de Costello s'est décomposé. Sa seule faiblesse, la seule personne qu'il craignait. La diversion a duré à peine une seconde, mais c'était tout ce dont Alessandro avait besoin. Dans l'instant d'hésitation de Costello, il a bondi. Non pas comme un parrain, mais comme un combattant de rue, rapide et brutal. Le combat fut bref et sans pitié. Quand le silence est retombé, Costello et ses hommes étaient neutralisés. Non pas morts, mais brisés, leur pouvoir anéanti en quelques gestes précis. Au milieu du chaos, sous les lumières blafardes du quai, Alessandro s'est tourné vers moi. La fureur avait quitté ses yeux, ne laissant qu'une vulnérabilité à couper le souffle. Il y avait des ecchymoses sur son visage, une coupure à la lèvre, mais il n'avait jamais été aussi magnifique. Le jet pour l'Argentine est toujours prêt, a-t-il murmuré, sa voix rauque. Vous pouvez partir, être en sécurité, être libre. J'ai secoué la tête, les larmes brouillant ma vue. J'ai fait un pas et j'ai posé ma main sur son cœur qui battait la chamade. Ma sécurité n'est pas un lieu, Alessandro. C'est une personne. Il a fermé les yeux, un soupir tremblant s'échappant de ses lèvres. Il a couvert ma main de la sienne, scellant notre choix. Nous avons quitté ce qui est maudit ensemble, laissant derrière nous les fantômes et la dette, marchant vers un avenir que nous allions construire, main dans la main. Les 6 mois qui ont suivi notre confrontation sur le quai ont été une période de reconstruction silencieuse et méthodique. L'empire de Costello, privé de sa tête venimeuse, s'est effondré comme un château de cartes. Alessandro n'a pas pris sa place. Il a méticuleusement démantelé les opérations les plus toxiques, cautérisant les plaies que cette guerre avait ouvertes dans la ville. Le Vénitien a rouvert ses portes, mais il n'était plus le même. Il n'était plus ma prison dorée. Alessandro m'en avait confié la direction complète, et j'en avais fait un lieu de lumière et de vie, où le personnel était traité avec un respect que je n'avais jamais connu. Léo, miraculeusement remis de ses blessures, bien qu'avec une démarche plus lente, venait souvent s'asseoir au bar, sirotant un café et me regardant travailler avec un sourire paternel. Il disait que je ressemblais à mon père, pas seulement dans les traits, mais dans cette façon de créer un ordre juste autour de moi. Je n'étais plus une ombre. Je prenais des décisions. Je dirigeais. Je bâtissais quelque chose. Et parfois, tard le soir, je voyais Alessandro à sa vieille table dans le coin. Non plus comme un roi dans sa forteresse, mais comme un homme qui regardait avec une fierté tranquille la femme qu'il aimait transformer son monde. Nous n'avons jamais remis les pieds dans le penthouse de verre. C'était un monument à une vie de solitude et de danger que nous voulions tous les deux laisser derrière nous. À la place, nous avons acheté une vieille maison en meulière en lisière de la forêt de Rambouillet, avec un jardin envahi de roses sauvages et un grand chêne sous lequel nous lisions les après-midi d'été. Le silence ici n'était pas celui oppressant du luxe, mais celui vivant de la nature. C'est dans cette maison que j'ai appris à connaître l'homme derrière le parrain. J'ai découvert qu'il était un cuisinier passionné mais désordonné, qu'il avait une peur irrationnelle des araignées, et qu'il pouvait passer des heures à écouter de vieux vinyles d'opéra, les yeux fermés. Les murs qu'il avait érigés autour de son cœur s'effritaient jour après jour, remplacés par des gestes d'une tendresse maladroite. Une tasse de thé posée sur mon bureau sans un mot, sa main trouvant la mienne sous la table pendant un dîner. La façon dont il me couvrait d'une couverture quand je m'endormais sur le canapé. Nous ne parlions pas beaucoup de l'avenir. Nous étions trop occupés à le construire, un jour paisible à la fois, savourant la normalité comme le plus grand des luxes. Un soir d'automne, alors que nous étions assis devant la cheminée, le feu jetant des ombres dansantes sur les murs, Alessandro a regardé son poignet. Il a contemplé la montre de mon père pendant un long moment, puis son regard a trouvé le mien. Sans un mot, il a défait le fermoir usé. Le bracelet de cuir a quitté sa peau avec un son presque imperceptible. Il a pris ma main et a délicatement attaché la montre autour de mon poignet. Elle était un peu grande, mais son poids était familier, réconfortant. « La dette est payée, et Lara », a-t-il murmuré, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. Mais ce n'était plus une dette depuis longtemps. C'était un rappel. Le rappel de l'homme que Marc m'a appris à être, et que tu m'as permis de devenir. Il a resserré ses doigts sur les miens, la chaleur de sa paume couvrant le métal froid de la montre. Elle doit te revenir maintenant. C'est ton héritage, pas le mien. Il aurait voulu que sa fille l'ait. Des larmes ont coulé sur mes joues, mais pour la première fois, elles n'étaient pas salées de chagrin ou de peur. C'étaient des larmes de paix, la fin d'un chapitre, et le véritable commencement de notre histoire. Le poids de la montre à mon poignet n'est plus celui du passé, mais la promesse d'un avenir. Parfois, je nous surprends, debout à la fenêtre de notre cuisine, regardant le soleil se coucher sur les arbres, et je peine à reconnaître la femme brisée que j'étais. J'étais un fantôme, polissant des verres pour effacer mon propre reflet. Aujourd'hui, je suis vue, je suis aimée,
Et j'ai trouvé une famille dans l'endroit le plus improbable qui soit. Alessandro n'a pas effacé les ténèbres de son monde, mais il a choisi de construire un cercle de lumière avec moi. Un sanctuaire où l'honneur n'est pas une question de pouvoir, mais de protection mutuelle. Il m'a sauvé de mes dettes et de mes ennemis, c'est vrai. Mais je l'ai sauvé de sa solitude, de cette forteresse de silence qu'il avait bâtie autour de son âme. Notre histoire est la preuve que même dans la nuit la plus sombre, un seul acte de bonté peut allumer une lumière qui ne s'éteint jamais. Merci de nous avoir écoutés. Si ce voyage vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager pour que d'autres puissent y trouver un peu d'espoir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau récit.